Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. On l'a dit au cours du journal, c'est le jour J pour la présentation des recommandations sur la retraite de Jean-Paul Delevoye. Parmi les nombreuses questions que se posent les Français, la question qui se pose, c'est le système sera-t-il le même pour tous? Est-ce la fin des régimes spéciaux? C'est ce qu'avait promis, je le rappelle, le Premier ministre lors de son allocution du 12 juin dernier. Oui, alors d'abord dire qu'il y a eu un travail très profond fait par Jean-Paul Delevoye depuis 18 mois, avec un objectif assez simple, comme vous venez de l'exprimer, c'est de faire en sorte que pour 1 euro cotisé, on ait les mêmes droits qui soient ouverts pour chacun des Français. Ça nécessite aussi que, évidemment, il y a 42 régimes spéciaux. Et d'une certaine façon, c'est un 43e qui se crée. Deux choses à dire de ce point de vue-là. Le premier, c'est que la réforme commencera à entrer en vigueur qu'à partir de 2025. Et donc ça donne le temps, ceux qui sont à 5 ans de la retraite ne sont pas concernés, ceux qui sont retraités évidemment ne sont pas dans cette... en 1963 à partir de 1963, la classe d'âge à partir de 1963, et donc ça permet de donner un horizon temporel. Et ça permet aussi de laisser converger ces systèmes. On est sur des systèmes qui sont très anciens, et donc il faut laisser converger les systèmes. Ce qui dit aussi... Est-ce que l'objectif est la fin des régimes spéciaux? L'objectif... ceux qui, par exemple, concernent les militaires, les pompiers... Ils ont leur spécificité, mais l'objectif, c'est que... Parce qu'après, il faut tenir compte de la spécificité, par exemple, des militaires. C'est des carrières qui sont difficiles pour un certain nombre de choses, mais c'est par le système des points que les choses seront faites. Mais pour 1 euro cotisé, on aura le même droit. Et je pense que pour les Français, c'est un système de lisibilité. Aujourd'hui, quand vous êtes jeune actif, vous rentrez dans la vie active, finalement, vous ne savez pas tellement à quelle sauce, si je peux dire, vous allez être mangé et si le régime dont vous dépendez va pouvoir être maintenu. C'est un système qui permet de pérenniser d'abord la solidarité entre les générations, de donner plus de lisibilité et plus de Alors, justice. si on ne parle plus de régimes spéciaux, est-ce qu'il y aura encore des traitements particuliers pour certains métiers? Mais c'est la concertation va s'ouvrir là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul Delevoye fait ses préconisations. Ça n'est pas le texte de loi. Oui, c'est des préconisations, des grands principes. Électorale, le président Macron avait aussi fait des propositions. Ça ne remet pas en cause les principes généraux que je viens de réaffirmer devant vous et que vous avez cités vous-même. Simplement, après, pour regarder comment on fait converger, il faudra regarder les choses. Et c'est pour ça qu'il faudra se donner le temps entre le moment des recommandations de Jean-Paul Delevoye et le texte qui sera présenté devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez, comme le président l'a fait à plusieurs reprises, que l'âge légal de la retraite restera à 62 ans? L'âge légal de la retraite restera à 62 ans. Après, on sait très bien, d'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui, que l'âge d'équilibre des régimes est un âge d'équilibre à 64 ans, donc pas un système de bonification qui fasse en sorte que ceux qui le peuvent, il y a des carrières plus ou moins difficiles, il y a des situations plus ou moins complexes, puissent partir plutôt autour de 64 ans, parce que là, on assure l'équilibre du système. La négociation va être âpre. Elle commence ce matin. Jean-Paul Delevoye voit les partenaires sociaux. Quand, puisque vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement, prévoyez-vous un passage de cette réforme des retraites devant les assemblées? Vous voyez bien qu'on est sur un pas de temps mise en œuvre à partir de 2025, après convergence des systèmes, et c'est sur plusieurs années évidemment que ça se fera. On prendra le temps qu'il faut. On prendra le temps, mais est-ce que ça se fera par exemple en 2020? On avait dit réforme des retraites en 2019. L'objectif, c'est que ce soit fait dans le quinquennat pour une année. application en 2025, donc il faut évidemment que ça soit fait dans ces horizons-là. Mais je pense que se donner un horizon trop fermé, alors que finalement s'ouvre aujourd'hui le moment où on va discuter autour des préconisations de Jean-Paul Delevoye, ce sera une erreur, et donc on prendra le temps qu'il faut pour lever les doutes, lever les inquiétudes, régler un certain nombre de sujets pratiques. Mais ça peut être de toute façon avant la fin du quinquennat, bien entendu, mais on peut attendre encore 2 ans avant de mettre à fond cette retraite. L'horizon 2020 est un horizon qui me paraît raisonnable pour 2020. Essayer de faire que le dialogue se fasse et qu'on puisse converger. Le vote du CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, qui fait polémique, il a été repoussé parce que l'opposition redoutait ou plutôt dénonçait une adoption en catimini. Vous avez choisi finalement de faire un vote solennel la semaine prochaine. Pour une raison simple, hier, avant d'aborder les débats, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de prises de parole, 80 prises de parole sur l'un des 2 articles du CETA. Compte tenu de ces temps qui avaient été réclamés manifestement, on ne va pas dire que c'est pour faire l'obstruction. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui voulaient s'exprimer sur un texte qui est important, et c'est bien qu'on ait des débats sur le libre-échange. Et donc, il nous a paru opportun que le vote lui-même intervienne la semaine prochaine. Les débats sont finis, je les ai regardés jusqu'à 2h30. À 2h30 du matin, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'on laisse le vote de côté et qu'il revienne la semaine suivante. Ça permet à chacun de s'exprimer la semaine suivante. Sur le fond, pourquoi vous défendez ce traité? Vous êtes élu d'un département rural, le Loir-et-Cher. Les agriculteurs sont vent debout contre ce traité qui prévoit donc le libre-échange avec le Canada. Pourquoi vous dites que c'est un bon traité? 3 choses. D'abord, c'est pour la première fois le traité a été analysé. Il y a eu une expertise indépendante pour regarder les effets, parce que ce traité est déjà à l'œuvre depuis 2 ans. Depuis 2 ans, et donc on en voit les effets. Et donc, je voudrais quand même saluer le travail de la présidente de la Commission des Affaires étrangères, Maria de Sarnez, et les faits qui sont posés sur la table et qui montrent que ce traité, il est bénéficiaire pour l'Europe de 500 millions d'euros environ depuis 2 ans, 500 millions d'euros en 2018. La deuxième chose, c'est que je pense que ce traité, il permet de faire converger, je pense au Canada,
en l'occurrence, vers des systèmes de production qui sont plus conformes aux nôtres. Puisque la viande, en particulier, c'est la question de la viande bovine qui est posée, elle va être produite dans des unités agricoles qui seront des unités spécialement dédiées avec des règles et des normes qui seront celles des standards européens. Et donc je pense que dans cette compétition-là, les agriculteurs français, ils ont toute leur place. Donc, on a besoin, je comprends les inquiétudes. Il y a des mécanismes de suivi et éventuellement d'ailleurs des mécanismes qui permettent d'activer un droit de retrait si jamais on a le sentiment que ça déséquilibre les choses. À nous de faire en sorte que les filières bovines françaises soient compétitives parce que je pense que c'est nécessaire. Et deux, je pense qu'on a besoin de libre-échange. L'agriculture française, quand vous parlez avec les agriculteurs, elle est puissamment exportatrice. Donc il faut accepter aussi qu'on soit dans des compétitions. La seule question, c'est que la compétition soit juste. Donc vous admettez que vous ne les avez pas convaincus quand même encore sur ce point, non, mais puisque la majorité la vie politique des éleveurs la politique, c'est à la fois de porter des horizons et de rassurer, et quand il y a des mécanismes à trouver, de les trouver. Il y a eu la passation de pouvoir hier entre Elisabeth Borne et François de Rugy. On a entendu beaucoup d'amertume dans le discours du sortant, qui a parlé de lynchage médiatique. Il l'avait fait précédemment. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette affaire? C'est que finalement, l'acceptation des pratiques politiques, le curseur de l'acceptation est beaucoup plus bas qu'il n'était avant? Sans doute qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, on n'aurait pas eu ce type de polémique, pour dire les choses très franchement. Et moi, je comprends... Ça a été assez violent Il faut toujours penser dans ce genre d'exercice et dans ce genre de moments médiatiques très éruptifs aux personnes qui sont derrière ça. Derrière les ministres, il y a aussi des familles et des individus qu'il faut laisser dire ce qu'ils ont à dire sur le sujet sur lequel ils sont questionnés et respecter en tant que personne humaine. Et moi, je comprends que François de Rugy puisse avoir cette amertume. C'est un ministre qui a fait beaucoup de choses sur les questions écologiques. C'est maintenant Elisabeth Borne qui en aura la charge. Voilà, il faut faire attention et je pense qu'il faut faire attention aux personnes. Puis aussi, reconnaissons-le, on est dans un moment où les Français sont très attentifs à nos attitudes. Et donc, comme il faut être très attentif à ces attitudes, il faut essayer... Et le mot de lynchage, vous le reprenez à votre compte, rapporter de l'utilisation discutable de deniers publics... Reconnaissons que quand vous avez un article à peu près toutes les 3 heures, il y a quelque chose mais rapporter l'utilisation de deniers publics à des fins discutables, est-ce que c'est du lynchage? Mais la question, et les enquêtes sont en cours et les inspections sont en cours, on verra si les choses étaient discutables. Après, je pense que c'était une question aussi médiatique au sens... de l'attitude que ça donnait vis-à-vis des Français. Allez, une dernière question, Marc Fesneau, sur la dureté de la vie politique. Benjamin Griveaux, ce n'est pas un membre de votre parti, mais c'est un allié. Le nouveau candidat à la mairie de Paris s'est lâché, si j'ose dire, sur ses anciens concurrents dans une conversation privée. Il a traité certains d'abrutis, je ne dis pas les autres mots à l'antenne, mais enfin c'était assez violent. Il s'est excusé auprès de ses anciens concurrents, M. Hugues Rançon, Cédric Villani, Mounir Majoubi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours regrettable d'avoir ce propos. Manifestement, c'est même regretté, puisque Benjamin Griveaux a pris le soin d'appeler ceux qui l'avaient nommé. Mais il peut incarner le rassemblement ? Et donc, son travail à lui, c'est d'incarner le rassemblement et de faire en sorte que les paroles ne soient pas blessantes et de travailler avec les uns et les autres. Mais ça amène une deuxième question, si je peux me permettre. C'est quand même qu'on est dans un monde médiatique et un monde de transparence, mais c'est quand même une vraie question que de savoir si vous pouvez avoir encore une conversation d'ordre privé dans un cercle familial, dans un cercle amical ou même dans un cercle de collaborateurs. On n'est pas obligé de dire du mal de ses amis. On n'est pas obligé de dire du mal de ses amis, mais qui autour de la table, sur ce plateau, ou ceux qui nous regardent, n'a jamais un moment, par un moment d'énervement, par un moment d'éruption, par un moment de je ne sais lequel, de stress, dit du mal de quelqu'un sans que ça soit forcément rapporté. Je pense qu'il y a un moment où il faudra qu'on respecte aussi ce qu'est le cercle des conversations privées. Après, Benjamin Griveaux a un travail à faire qui est un travail de rassemblement. Il faut donner des signaux. Celui-là n'en était pas un, mais je crois qu'il s'en est expliqué avec les intéressés. Mais attention à un système où, sous couvert de transparence, on tourne quand même plutôt vers une forme de totalitarisme où il n'y a plus aucun espace privé. Et moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. On a le droit aussi de dire des choses qui ne sont pas parfaites. Les êtres humains ne sont pas parfaits. Alors, si je comprends bien. Merci beaucoup, Marc Fesneau. C'est à vous, Laurent. Très bonne journée et à demain.